va faire ce webinaire en 2 parties. Il y aura, à la fin, on vous donnera la date du second webinar. C'était très dense, donc on a décidé de le couper en 2 parties pour qu'il y ait aussi plus d'échanges pendant le chat de votre part. On va commencer évidemment par un état des lieux et ensuite on va travailler sur les leviers, 4 leviers que vous allez pouvoir activer au sein de vos organisations. Théo, je vais te proposer, c'est qu'on démarre la vidéo pour tout de suite avoir le témoignage de deux dirigeants qu'on a interviewés. On en a interviewé beaucoup et j'ai sélectionné ces deux-là parce que je les ai trouvés extrêmement intéressants. Donc, on va pouvoir démarrer la vidéo, si tu veux bien, Théo, pour... C'est-à-dire que une fois que vous avez défini que vous avez des commerciaux terrain, que à la limite ils ont des secteurs, alors après les secteurs ça peut être géographique, ça peut être industriel, enfin ça peut être par plein de choses. J'ai l'impression que dans beaucoup de PME, il n'y a pas de process de vente en fait. On croit qu'on a un process de vente, mais en fait on n'a pas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire une fois que vous avez dit ça c'est tes clients, en gros les commerciaux font ce qu'ils veulent quoi. C'est vrai, mais on a vécu comme ça pendant plus de 20 ans. Hein. Enfin moi. C'est vrai. C'est quand même un petit peu court. Enfin, je vous dis, moi j'en suis venu à ce point-là il y a quelques années en arrière en disant, en reprenant cette analogie militaire, en disant, où vous avez vu que les commandos ils choisissent ce qu'ils font. Bien sûr. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Donc oui, c'est ça, parce que il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais en vérité, quand vous regardez bien, ils ont pas de process de vente. Pas de process de développement commercial. La partie commerciale est d'une versatilité et d'une évolutivité aujourd'hui que tous les 6 mois, il faut remettre beaucoup de choses en question. Et puis, je voyais bien qu'il y avait une beaucoup trop faible productivité. On utilisait des commerciaux d'un bon niveau pour faire toute une séquence de métiers qui n'auraient pas dû être les leurs, donc ils étaient sous-exploités, mal exploités. Et d'ailleurs, ça générait beaucoup de turnover, ça générait beaucoup de complexité. La partie dynamique commerciale est forcément quelque chose de stratégique. C'est justement parce que c'est stratégique qu'on peut pas gérer le commerce de façon artisanale comme on le faisait avant. C'est-à-dire sans beaucoup réfléchir et en répétant uniquement ce qu'on faisait auparavant. C'est intéressant ce qu'ils nous disent parce qu'en fait, quand on regarde effectivement dans les éléments concrets que nous reportent Eric et Tanguy, que je remercie à nouveau pour ces témoignages et qu'on retrouve quand on discute tous les jours avec nos dirigeants, c'est que finalement, parfois la frustration que peuvent avoir des dirigeants de PME, c'est d'avoir évidemment déjà d'observer une baisse de chiffre d'affaires, de se dire qu'on pourrait le vendre à beaucoup plus de monde que le nombre de clients qu'on a actuellement, qu'on a une dépendance qui est forte à quelques clients, quelques produits, donc un risque. Quand on a une dépendance forte sur un seul facteur, on a toujours évidemment des risques. Le fait qu'on remplit peu la baignoire avec des nouveaux clients, qu'il y a peu de demandes entrantes, qu'on a une prévision de vente qui est aléatoire. Et ça, c'est tous les symptômes. Je vous laisse lire les autres. C'est tous les symptômes qu'on peut observer lorsqu'on a effectivement une organisation commerciale qui peut être, on va dire, un peu instinctive, un peu opportuniste, un peu aléatoire, artisanale. Et donc, en permanence, on est soumis à des facteurs externes, on l'a vu de manière récente, mais aussi avec des facteurs internes. Et donc, tous ces sujets-là nous amènent à nous dire comment est-ce qu'on va pouvoir traiter ça et sur quoi est-ce qu'on peut agir en tant que dirigeant. C'est une question qu'on nous pose. On parle avec 200 dirigeants tous les mois chez Questio. Et donc, on a vraiment un œil à viser. Alors d'ailleurs, j'en profite parce que on nous pose souvent la question de pouvoir échanger parfois suite au webinar de manière un peu plus personnalisée, un peu plus individuelle. On a 10 personnes chez nous qui échangent sur ces sujets-là et vous pouvez contacter pour échanger sur vos problématiques. N'hésitez pas à le faire. Vous envoyez un mail à contact@questio.com. Ces gens-là, ils sont là pour vous. Donc, faut pas hésiter à les mobiliser pour vraiment avoir un échange informel autour de vos problématiques pour rebondir sur des points que vous avez vus dans le webinar. On a souvent la question qui revient. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a 10 personnes dont c'est le métier. Ils adorent le faire.
et ils adorent échanger avec des dirigeants marketing, commerciaux, direction générale. Donc ils sont à votre dispo, n'hésitez pas. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va effectivement aller dans le vif du sujet. On va faire un premier état des lieux. Pourquoi c'est devenu compliqué de vendre? Pourquoi on a des dirigeants qui disent finalement qu'est-ce qui se passe avec notre commando qui choisit lui-même sa mission? Est-ce que c'est pertinent? Comment est-ce qu'on peut franchir un cap? Et on va identifier 2 leviers majeurs pour franchir un cap. Et puis, on va travailler sur un sujet majeur qui est effectivement de réduire, c'est le premier levier qu'on va voir aujourd'hui, on en verra 2 autres dans un mois, le temps passé sur des clients qui sont sans potentiel. Alors, ce qui a changé, et pour rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez tous cette remarque, c'est que les arbres qui poussent font moins de bruit que la forêt qui tombe. La réalité dans laquelle on est, c'est qu'on se rend pas compte qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger. Et ce nouveau monde qui est en train d'émerger, on peut lui donner des éléments très factuels que je vous ai regroupés ici. Les chiffres sont vertigineux, je crois d'ailleurs qu'on peut difficilement les mesurer. On a 130 000 milliards de pages qui sont indexées par Google. On a 20 milliards de pages qui sont visitées chaque jour. C'est 3 fois la distance de la Terre à la Lune. Je crois que c'est assez difficile à concevoir pour l'humain. On ne se rend plus compte de cette réalité qui nous entoure au quotidien. On a 15% des requêtes qui sont des nouvelles requêtes tous les jours. On a 20 millions de profils sur LinkedIn. En France, il y en a 50% qui sont actifs chaque mois. On a 80 000 requêtes chaque seconde. 90% du trafic vient de Google. Et très intéressant aussi, parce que évidemment, la pyramide des âges de la population de manière générale se retrouve dans les personnes qui travaillent au sein des entreprises, dans les équipes opérationnelles, dans les équipes de direction. Et on a 78% des utilisateurs LinkedIn qui ont entre 25 et 50 ans. Donc, on voit qu'on a une vague de fond qui rebat complètement les cartes. Et pourquoi est-ce qu'elle rebat de manière significative les cartes? Évidemment, ça va se retrouver dans la vie d'un commercial. En 2007, il fallait 4 appels pour joindre un client. Il en faut 8 aujourd'hui. Et la raison, elle est simple, c'est que lorsque vous avez l'information qui est disponible en quelques clics, en quelques informations sur le mobile est devenu, l'information est tombée il y a quelques semaines, le mobile est devenu le premier lieu de consommation de contenu digital chez les personnes. Devant les écrans, c'est devenu le mobile, celui qu'on a dans la poche, le premier lieu de consommation de contenu Internet. Quand vous avez l'intégralité de cette information qui est en ligne de manière permanente, quel est l'intérêt d'aller répondre favorablement à une sollicitation d'un commercial, d'une entreprise qui vous prospecterait? Donc là, on a un premier sujet majeur, c'est que tout le monde se dit je pourrais vendre mon produit, mon service à beaucoup plus de monde, vous avez été 100% à le dire, et quand on regarde la réalité pour pouvoir aller voir ces personnes-là et leur vendre, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il faut 2 fois plus d'efforts pour pouvoir partager, en tout cas pour pouvoir joindre vos contacts. Deuxième élément intéressant, c'est qu'en plus, c'est difficile de les joindre. Et une fois qu'on arrive à les joindre et qu'on a un rendez-vous, qu'est-ce que les acheteurs, et c'est une source Harvard, qu'est-ce que les acheteurs nous disent? 80% pensent que les commerciaux n'ont pas compris leur business. Donc, on consacre une énergie colossale pour pouvoir joindre des prospects. Et ensuite, une fois qu'on les a, on n'arrive pas à convaincre les acheteurs de notre qualité de vente, de notre manière de les comprendre, puisqu'ils disent, qu'on les interroge, pour 80%, qu'ils ont le sentiment que les commerciaux n'ont pas compris leur business. Donc, on voit bien qu'on a un client qui est en train de reprendre effectivement le pouvoir dans la relation commerciale. On peut aller encore plus loin avec les 12-18 derniers mois qu'on a vécu. On a animé un webinaire pour BPI France il y a une année. Les dirigeants de PME, il y en avait 400, nous disaient mon canal de vente principal entre mon offre et mon marché. Pour 80%, ils ont répondu, c'est du mode physique. Et on a en face, source McKinsey, 70% des décideurs qui disent, et je suis certain que pour ceux d'entre vous qui sont dans des positions de faire appel à des fournisseurs, on a 70% des décideurs qui disent
Nous, on veut de l'interaction à distance ou de manière autonome. Donc là, ça pose une vraie problématique et on connaît tous cet exemple des concessions automobiles où aujourd'hui, vous avez des clients qui ont fait leur parcours achat de manière autonome, tout seuls, à n'importe quelle heure de la journée, du week-end. Et quand ils arrivent en concession, ils en savent plus que les commerciaux sur leurs propres produits, mais aussi sur les produits de la concurrence. Donc ça pose une véritable question. Comment est-ce qu'on peut réagir et comment est-ce qu'on peut se dire je voudrais vendre mes produits, mes services à beaucoup plus de monde parce que mon produit est bon, mon service est bon, donc je mériterais d'avoir beaucoup plus de clients. Et on a en face une organisation traditionnelle des ventes en France dans les PME qui est d'avoir un mode de face à face physique pour l'essentiel du secteur. Alors, ce que vous dites est vrai, Romain, sur le sujet de l'étude McKinsey. Vous avez effectivement complètement raison. Elle a été faite en octobre 2020. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient qu'amplifier des études où je crois qu'il y a 5 ans, ils avaient fait la même étude, c'était déjà 50%. Et donc, on voit qu'il y a une tendance de fond, c'est que elle a été refaite par Salesforce aux États-Unis il y a 3 ou 4 mois. Vous pouvez la trouver sur les surveys sales de Salesforce qui sont en ligne. Depuis 6 mois, le nombre de dirigeants en situation d'achat qui veulent privilégier des relations à distance, elle a encore bondi. Ça ne veut pas dire que dans notre réalité du quotidien, il n'y a pas encore des rendez-vous en physique. Évidemment, on est sur des statistiques, on est sur des tendances de fond. Il y a encore des rendez-vous en physique. Mais vous verrez aujourd'hui, de plus en plus, et moi je le vois chez nos clients qui me disent, bah, c'est vrai qu'on a de plus en plus de nos clients qui nous disent, non, mais attendez, faisons en visio, planifions un rendez-vous à distance, ça suffira largement. Je suis pas mal je suis pas mal occupé. Faisons un rendez-vous en visio. Donc on voit bien qu'il y a une pratique nouvelle qui s'applique et qui est liée aussi au fait que finalement le contact avec un commercial n'est plus qu'une des options pour un client. Et notre client, bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et vous le constatez au quotidien. Ben, nos clients, ils sont dans une posture où ils ont le choix. Ils peuvent faire ce que bon leur semble. Et c'est la raison pour laquelle la prospection est devenue aussi difficile. La difficulté à identifier des opportunités est devenue de plus en plus compliquée. Que nos clients, parfois on découvre a posteriori qu'ils ont confié un business additionnel à un confrère et on ne l'avait pas identifié. Donc on voit bien que la capacité à pouvoir être en partenariat avec nos clients est difficile parce qu'ils ont repris une telle autonomie. Alors allons plus loin pour comprendre pourquoi ils ont repris cette autonomie-là. Si on essaye de comparer dans un match Internet et puis le commercial, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qui est intéressant? Bah, Internet, et les éléments sont vraiment, ont vocation à être factuels, on les a travaillés avec nos experts et c'est ce qui ressort vraiment des discussions avec nos clients tous les mois. Bah, qu'est-ce qui se passe? L'information est illimitée sur Internet. L'interlocuteur, il est joignable 24 heures sur 24, en permanence. Le temps digital, il est réplicable. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger 450 fois un livre blanc, un document, une plaquette de vos services. C'est illimité, c'est immédiat. Et en tant que client, on a l'information qu'on souhaite au moment où on la souhaite. L'information, en plus, elle est ouverte. C'est-à-dire que la capacité à pouvoir comparer, qui était un des vrais enjeux des acheteurs il y a encore 10 ans, c'est de comprendre les critères pour bien acheter, puis ensuite de pouvoir comparer les solutions du marché. Aujourd'hui, avec Internet, l'information, elle est disponible. Vous avez des avis, vous avez l'accès de manière extrêmement simple à des articles de journalistes, d'experts indépendants. Donc, vous pouvez, de manière extrêmement facile, vous représenter une réalité achat et savoir rapidement quels sont vos critères les plus importants. Si, en face, on regarde un client qui veut se renseigner et qui fait appel à la force de vente de ses fournisseurs. Ben, évidemment, un commercial, il a un savoir un petit peu moins limité, un peu plus limité, pardon, qu'Internet. Internet, on l'a vu tout à l'heure, on a dit combien? 130 000 milliards de pages indexées. Ça va être compliqué de concurrencer Google quand on est dans une fonction commerciale. On n'est pas toujours disponible parce qu'évidemment, si on est en rendez-vous, on ne peut pas être disponible pour quelqu'un d'autre. Donc, mécaniquement, l'avantage du digital, c'est d'être réplicable. Le temps humain,
il est synchrone et il peut pas être démultiplié à l'infini. Le temps humain, voilà, il est analogique. Et évidemment, dernier point, c'est le discours d'un commercial. On peut a priori imaginer qu'il a une partie d'objectivité qui peut être limitée. Il va évidemment orienter en fonction des produits qu'il a, des problématiques qu'il a identifiées. Donc, on a quelque chose qui sera moins objectif. Et puis, évidemment, il n'a pas pour mission de vendre le produit des concurrents. Donc, en tout cas, un minimum, il y aura moins d'informations sur ce que font les confrères. Donc, on voit bien que dans ce match Internet commercial, et les chiffres sont hyper intéressants, quand on met 2 fois plus d'efforts pour rejoindre un prospect, ben, c'est tout simplement parce que les clients, ils ont de plus en plus choisi l'accès à l'Internet. La bonne nouvelle, et on va le voir, évidemment, il y en aura, c'est que ça redistribue les rôles, et donc c'est comment est-ce que demain on va mettre le curseur et le rôle dans chacun des canaux. Le meilleur vendeur du monde, il ne sert à rien s'il ne croise pas ou au mauvais moment le parcours achat de ses clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas simplement d'avoir en pipeline les opportunités déjà identifiées, c'est d'imaginer toutes les opportunités qu'on n'aura jamais identifiées, tous les projets dont on n'aura jamais connaissance, ou pour lesquels on arrivera trop tard, ou pour lesquels le client, en consultant les pages Internet de votre site, les pages LinkedIn de vos commerciaux, vont se retrouver à se dire, ce prestataire-là, bon, je vais pas le solliciter dans ma démarche de consultation parce que ça correspond pas à ce que je cherche. Donc, on voit bien qu'il y a toute une démarche passive, invisible des acheteurs qui, potentiellement, ne pourra pas être visible pour les commerciaux. Tout ce marché caché, on l'a tous vécu, c'est de rappeler un client pour un projet et puis il vous dit « Ah ben en fait, je suis désolé, mais on a démarré avec un de vos confrères il y a un mois. » Et là, vous apprenez ça de manière surprise et vous pouvez juste le constater, il est trop tard. Donc, on voit bien qu'on a un client qui a repris toute l'autonomie par rapport à un commercial qui se retrouve en concurrence, d'une part avec les concurrents, ses concurrents habituels, mais en fait avec tous les autres canaux disponibles et que les clients ont évidemment largement identifié depuis maintenant 5-10 ans, et ça s'est évidemment amplifié avec le Covid. Je vous laisse évidemment réagir s'il y a des remarques, des questions, c'est le but, mais on voit bien que là, on est à un tournant qui fait que la manière d'organiser ses ventes dans les 10-20 prochaines années, on parle souvent du futur des ventes, on est à un tournant parce que les fonctions, les rôles, les arbitrages, les modes de collaboration entre chacune de ces fonctions, chacun de ces rôles, va être profondément, on va dire, rechallengé. Et c'est ça qu'on va partager dans la suite de nos échanges. Alors, quel impact? Effectivement, pas être là au bon moment, au bon endroit. Et on sait bien que pour qu'un business se fasse, il faut qu'à un moment, ce soit synchrone entre le fournisseur et le marché et les acheteurs potentiels. Si vous n'y êtes pas, si vous n'avez pas identifié l'information, si vous arrivez trop tard, la capacité à vendre est évidemment hypothéquée. Donc, on a un sujet du bon moment. Et évidemment, il y a les récurrences, il y a les business de récurrence, les business d'usage de récurrence, mais évidemment, il y a tous les business qui sont liés à du mode projet. Nous, c'est peut-être 30-40% de nos clients qui sont dans des logiques de mode projet. C'est-à-dire qu'il y a une partie forte de leur chiffre d'affaires qui va être liée à des facteurs qu'ils ne maîtrisent pas et qui vont influencer la capacité de leurs clients à se dire on va porter ce projet-là. Et donc, si on n'a pas des capacités à identifier des signaux faibles, si on n'a pas la capacité à avoir des radars beaucoup plus puissants, en tout cas complémentaires du traditionnel, par exemple, cold calling, de la prospection téléphonique, si on n'a pas développé cette capacité à mettre ces nouveaux radars dans l'entreprise, en fait, on va rencontrer des difficultés majeures, c'est qu'on va se dire comment est-ce que je fais pour pouvoir identifier ces nouveaux projets-là. Alors Capucine nous pose la question comment est-ce qu'on peut reprendre le lead. Donc ça va typiquement effectivement être les questions les réponses qu'on va partager aujourd'hui. On va déjà les partager sous l'angle de nos clients actifs
et puis ensuite sous l'angle des nouvelles méthodes commerciales en prospection et de tout l'intérêt de la technologie. On voit qu'en ce moment, la technologie, elle est à l'avantage du client. Et on va le voir tout à l'heure. Donc, le sujet, c'est effectivement d'avoir un système de vente qui est non réplicable. Donc, on passe son temps à avoir des prévisions de vente qui ne sont pas forcément fiables. Et on constate à la fin de la période qu'on n'est pas à l'objectif. Et donc, pour un dirigeant d'entreprise, piloter une entreprise dans laquelle les charges sont fixes et où le revenu est complètement aléatoire, ben évidemment, ça rend la gestion de l'entreprise sur les investissements, sur le cash, extrêmement difficile. Ça veut dire aussi que lorsqu'on a des canaux qui ne sont plus les canaux par lesquels les clients potentiels passent pour se renseigner, pour rentrer en interaction avec les fournisseurs, les acteurs d'un marché donné, ben ça veut dire qu'on a un coût commercial qui devient de plus en plus élevé. Je vais prendre un exemple parce qu'on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Combien coûte le prix d'un rendez-vous pour un prospect? Je vais prendre des exemples. Je pense à une entreprise où les commerciaux passent 50% de leur temps à faire leur propre prospection et ils génèrent à peu près 10 nouveaux rendez-vous par mois. C'est-à-dire à peu près, on va dire, deux par semaine. Vous prenez la moitié de leur salaire chargé, vous le divisez par 10 et ça vous fait effectivement le prix du rendez-vous pour un lead qui n'est pas encore un projet, qui est simplement un rendez-vous pour identifier éventuellement des projets. Donc on a un prix au rendez-vous qui devient du coup extrêmement élevé et qui est renforcé par le fait qu'il faut 2 fois plus d'énergie aujourd'hui pour avoir ces rendez-vous-là. Donc ça pose forcément des questions parce que construire un plan d'action commerciale, c'est arbitrer des ressources, des moyens, associer le coût de chacune de ces ressources et à un moment de le rapporter au chiffre d'affaires qui a été généré. Et donc de calculer évidemment un coût d'acquisition par client et un coût de fidélisation pour se dire, et c'est vraiment un sujet sur lequel je vous encourage à le travailler, c'est de se dire combien ça me coûte d'acquérir un client. Et à partir de là, de déterminer quels sont les meilleurs canaux du coup pour le faire. Dernier point, évidemment, en termes d'impact, si on n'évolue pas là-dessus, c'est des pertes de parts de marché. Et c'est ce que vous disiez tous d'ailleurs tout à l'heure à l'unanimité. On pourrait vendre nos produits, nos services à beaucoup plus de monde et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à le faire. Alors, en termes de solutions traditionnelles, et là-dessus, c'est vraiment parce qu'on est challengé au quotidien par nos clients qui nous disent on n'arrive pas à recruter des commerciaux. On a mis en place un CRM, ça fonctionne pas, ou en tout cas, il y a un usage qui est faible. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que chacune de ces solutions-là, elles sont intéressantes, elles ont évidemment de la valeur. La difficulté, c'est que la question qu'on peut se poser, par exemple, pour le recrutement, quand c'est aussi difficile à un moment de recruter des commerciaux et qu'on ne peut pas faire reposer sa croissance sur l'hypothétique arrivée ou le remplacement d'un commercial qui est parti, quand ça devient un facteur durable des paramètres de jeu, c'est intéressant à un moment de se dire est-ce qu'il n'y a pas un moment une autre manière de faire. Et donc, il y a un sujet, si je prends par exemple le sujet du recrutement, on va en parler de manière très concrète dans quelques instants, c'est de se dire est-ce que mon équipe commerciale est à saturation? Est-ce que je peux revisiter sa manière de contribuer à la performance de fidélisation, à la performance d'acquisition, pour allouer les ressources de manière différente? Et on va en parler, puisqu'on aura des sujets aujourd'hui et la prochaine fois, sur l'allocation des ressources. Forcément, à un moment, passer 6 mois à recruter quelqu'un, qui va mettre ensuite 6 mois à peut-être produire des résultats. J'avais fait un autre webinaire que vous pouvez retrouver sur notre blog sur la réussite de l'onboarding d'un commercial. Un commercial, avant qu'il produise du résultat, en moyenne, ça a coûté à l'entreprise au 6e, 7e mois, entre la chasse, le recrutement, les annonces, les sélections, l'arrivée de la personne, son apprentissage, ça coûte entre 30 à 60 000 euros de dépenses pour l'entreprise, avant même qu'il y ait eu une première commande associée. Donc on voit bien qu'il y a des sujets à un moment sur lesquels, et c'est notre conviction parce qu'on le voit tous les jours avec nos clients, est-ce qu'on se dit que c'est une fatalité de trouver des commerciaux, ou est-ce qu'à un moment, il y a d'autres pistes? Et nous, à force d'être challengés sur ces thématiques-là, on a forgé des convictions et on a en tout cas imaginé des scénarios qui, dans certains cas, démontrent que le sujet, c'est pas forcément de recruter à nouveau un commercial, mais c'est peut-être de différencier, de faire bouger
l'organisation commerciale de l'entreprise. Et c'est là où on va toucher à des sujets de structure, d'organisation, et pas évidemment au sujet du business quotidien. On n'est pas à ce niveau-là. Pareil pour le sujet du CRM. À nouveau, comment est-ce que la technologie peut nous aider à réduire le temps passé par les commerciaux sur des tâches à faible valeur ajoutée. On va en parler, ce sera dans la deuxième partie que j'animerai. Il y a là-dessus on parle beaucoup de l'industrie du futur. En plus, voilà, il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui dans l'actualité, dans la presse, sur l'industrie du futur. Et en fait, avec évidemment l'industrie digitalisée, complètement moderne, on parle de la 5G dans l'industrie. Tout le monde est en train de foncer dans ces sujets-là. Et dans les ventes, on a effectivement des opportunités, des gisements d'optimisation majeurs et qui sont extrêmement peu développés, extrêmement peu utilisés et qui permettraient vraiment d'aller dépasser les contraintes des réponses habituelles. Alors, sur l'état des lieux, voilà, le constat, c'est de se dire le client a repris le pouvoir. C'est une réalité. Ça se fait tous les jours sans bruit, mais de plus en plus, les pratiques des clients en situation d'achat fait que les réponses habituelles, il y a une asymétrie majeure, il y a un décalage majeur entre les besoins réels et les pratiques des clients et la manière dont on fonctionne en termes de réponse. Alors, comment est-ce qu'on fait? Prenons encore un peu de recul pour se dire sur quoi est-ce qu'on peut agir quand on est face à cette situation-là et quels sont les modèles. L'avantage d'un modèle, c'est que ça permet d'un pattern, c'est que ça permet de penser une réalité, non pas de manière un peu subjective, spontanée, avec chacun son avis, c'est que ça permet à un moment de donner le cadre à la pensée pour s'inspirer des meilleures pratiques. Et nous, l'avantage d'avoir 200 clients qu'on accompagne et avec lesquels on discute tous les jours de manière extrêmement opérationnelle, à un moment, ça nous donne cette capacité à se dire, et c'est ça qu'on veut partager pendant ces webinars, de se dire quels sont les modèles des best in class, quels sont les modèles de ceux qui arrivent face à ces contraintes que tout le monde rencontre de manière plus ou moins forte en fonction du secteur, de la verticale, de la maturité du produit, de la maturité du marché, mais en tout cas tous ces vents contraires qu'on vient d'identifier, on a des pratiques, des scénarios qu'on teste de manière extrêmement pragmatique et qui nous permettent d'aller chercher du souffle, d'aider son moteur commercial à repasser la seconde. En gros, la situation dans laquelle on est, c'est un peu ça. Internet m'a tué pour la fonction commerciale. Ça pourrait être une lecture. Et en tout cas, ça vient clairement percuter et expliquer la réalité difficile de beaucoup de commerciaux. On coach beaucoup de commerciaux en one-to-one tous les mois et ils nous parlent. Ils nous disent leur réalité en fidélisation, en acquisition. Ils nous disent la difficulté que c'est d'aller faire là, on vient de terminer un quarter. Tout le monde avait un quarter à terminer, juillet, août, septembre, ce fameux trimestre où il faut aller closer son business. Qu'est-ce qu'ils nous disent en septembre? Qu'est-ce que c'est dur? Ok, l'économie repart, il y a plus d'investissement, il y a plus de confiance, donc les vents sont sûrement plus favorables. Mais en même temps, beaucoup nous disent, c'est dur, c'est difficile, les clients sont difficiles, ils sont durs à joindre, ils veulent sans cesse des remises. Il y a plein de projets sur lesquels j'étais pas sollicité, dont j'avais pas connaissance. On a peu de leads entrants qui sont fournis par l'entreprise. Donc, on voit bien que c'est pas simple de faire son chiffre quand il faut délivrer tous les mois une performance commerciale. Alors, certes, c'est vrai que le client, il a repris un vrai pouvoir et il s'est engouffré dans la brèche de l'information disponible en ligne. Mais en même temps, ce qu'on observe, et c'est la vraie bonne nouvelle, c'est que la technologie qui aide le client à avoir de l'information disponible en permanence, la technologie, elle est aussi au service du commercial. C'est ce qu'on va voir. Et en fait, ça en fait une vraie opportunité. Donc, il y a une seconde brèche dans laquelle les équipes commerciales, avec leur direction, doivent pouvoir se faufiler. C'est évidemment le support de la technologie et de l'organisation commerciale. Tout à l'heure, Eric Delisi, que vous avez entendu en début d'interview, disait est-ce qu'on a déjà vu un commando qui décide de sa mission? C'est vrai que ça peut, quand on fait la passerelle avec la fonction commerciale,
ça peut paraître quelque chose qui peut un peu interloquer et bousculer. Mais c'est vrai que la fonction commerciale, et c'est intéressant d'avoir vos retours, n'hésitez pas à commenter si ça fait écho à vos propres organisations, mais dans beaucoup de PME qu'on accompagne, la manière de déterminer sa mission, la manière de l'organiser, la manière de choisir ses ressources au quotidien, c'est décidé par les membres du commando, de l'équipe commerciale, de manière individuelle au fur et à mesure de l'année. Et ça, on va en parler tout de suite de manière très concrète. C'est quelque chose qui va être notre premier levier, qui doit revenir dans quelque chose de collaboratif entre l'équipe commerciale et la gouvernance de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut changer de méthode? En fait, quand on change de méthode, la performance, elle double. Là, on a 2 activités sportives. On prend la course. On voit qu'en ayant une méthode similaire sur 100 ans, sans changer grand-chose, on prend 10% de progrès. Donc, ça veut dire que si à un moment, on ne change pas les paramètres de la recette, on va effectivement pas changer les résultats. Si on prend à droite, pour l'activité du saut, on observe que lorsqu'on a un acteur qui change la méthode de saut, et bien là, on double la performance. Donc, le changement de méthode est un levier majeur d'impact sur la performance. Ça, premier élément qui est intéressant, quelles sont les nouvelles méthodes qu'on doit mettre en place pour pouvoir faire bouger les performances? On l'a vu tout à l'heure, on va en reparler. Est-ce par exemple, il faut confier la prospection aux commerciaux terrain? Vraie question, et on en parlera tout à l'heure, on vous donnera le point de vue. Deuxième sujet, quand on regarde sous l'angle de la technologie, effectivement, on prend il y a 100 ans une machine qui arrive à 100 km/h, 100 ans plus tard, on arrive à Mach 1 en ayant changé de technologie. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on change une technologie pour réaliser le rapport entre un effort et un résultat, si on change de technologie, au-delà des méthodes, effectivement, on arrive à faire un vrai saut de performance, on franchit un véritable cap. Ça va être la même chose pour les fonctions commerciales. Et aujourd'hui, dans nos clients qu'on accompagne et où on va prendre des parts de marché, ce qu'on travaille avec eux, c'est ce changement de méthode et ce changement de technologie. Donc en fait, pour vraiment demain, et c'est la clé que je veux vous livrer et que nos experts, qu'on a construit ce webinaire ensemble, nous disent des échanges quotidiens qu'ils ont avec nos clients, de tous les modèles qu'on étudie pour comprendre comment on peut faire mieux. En fait, les 2 éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer, c'est qu'il va falloir transformer les méthodes et utiliser les technologies. C'est les 2 clés qui ressortent des best in class dans ceux qui arrivent à continuer à prendre des parts de marché, alors que les vents contraires, ils sont quasiment vraiment le cas de tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette modernisation commerciale, qu'est-ce que ça implique? Ça touche plein de sujets. La posture de vente, puisque mes commerciaux sont concurrencés par un Google gratuit, illimité, 24 heures sur 24, objectif, comment je fais évoluer la posture de vente de mes commerciaux? Ça pose forcément une question, et évidemment, il y aura une belle réponse, c'est que ça va rendre le métier encore plus passionnant, encore plus exigeant, et ça va permettre de faire de ce métier de la vente qui est parfois un peu décrié, et vraiment à tort, d'en faire un métier encore beaucoup plus intéressant et pour les commerciaux et pour les clients. On a des sujets d'automatisation, on a des sujets de vente en multicanal où on va devoir hybrider du physique, de la visio, du téléphone. On a le sujet de se dire, est-ce que c'est une fatalité que mon entreprise ne me fournisse pas de lead? On va voir aussi que sur ces sujets-là, il y a des nouvelles méthodes, grâce aussi aux technologies, qui vont permettre d'aller chercher ces radars beaucoup plus puissants pour identifier des projets. On a le sujet de la data. On entend tous les jours parler d'un mot valise, le big data. C'est un mot certes très générique, qui nous semble un peu parfois un peu lointain. La réalité dans une PME, c'est qu'on peut utiliser
le big data, on peut utiliser la donnée pour mieux connaître ses clients et effectivement mieux leur répondre. Alors, on va rentrer dans le premier levier. Donc là, on a fait un premier état des lieux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les cartes sont rebattues et pourquoi dans la réalité client, ils ont pris un temps d'avance sur nous et comment est-ce qu'on doit en tenir compte pour construire son organisation commerciale. Deuxième élément qu'on a vu, c'est les leviers sur lesquels agir, changer les méthodes et utiliser les nouvelles technologies comme les clients le font eux-mêmes depuis 10 ans et le font à bon escient à leur intérêt. Comment est-ce qu'on peut le faire en tant que fournisseur pour utiliser les technologies? Et donc, on va démarrer sur le troisième levier que je veux partager, ou en tout cas le premier levier concret après l'état des lieux et les leviers génériques à utiliser, c'est le sujet du portefeuille client. C'est le dernier point qu'on va voir aujourd'hui. Les deux autres points qu'on verra la prochaine fois sont évidemment autour du marketing digital et de la prospection, donc toute la partie beaucoup plus centrée acquisition et tout le sujet du temps de vente des clients. Ce sera dans un mois, vous l'aurez dans la newsletter. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la page LinkedIn de Questio parce que vous aurez automatiquement tout l'agenda au fur et à mesure de nos contenus, de tout ce qu'on diffuse, de tous les événements qu'on organise sur les thématiques marketing et commerciales. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner à la page LinkedIn. Comme ça, vous recevrez ça dans votre fil. Aujourd'hui, on va traiter un levier, qui est le sujet de se dire déjà sur mes clients actifs, comment est-ce que je fais pour arrêter de perdre du temps sur des clients sans potentiel? Quelle est la réalité? Aujourd'hui, on a pris nos clients sur une base 2019. On a pris les 200 clients avec lesquels on travaille tous les mois, de manière régulière, ce qui fait quand même une base, évidemment, d'échantillonnage qui est quand même extrêmement conséquente. 2 commerciaux sur 3 consacrent 50% de leur temps de vente sur des visites auprès de clients sans potentiel. Ça veut dire que si on regarde de plus près ce que ça implique, ça veut dire que vous avez 10 commerciaux, il y en a potentiellement 7, dont 50% de leur temps de vente est consacré à des clients qui n'ont pas de potentiel de chiffre d'affaires additionnel. Donc ça pose forcément des questions, puisque si vous avez le sentiment qu'on pourrait vendre beaucoup plus à beaucoup plus de clients, c'était le premier sondage qu'on a eu tout à l'heure, de savoir que vous avez des ressources qui passent beaucoup de temps sur des clients sans potentiel, ça pose une question. Alors, c'est normal qu'on ait aussi ce constat-là, quand il est devenu aussi difficile de rencontrer ses clients, en tout cas ses prospects, on l'a vu tout à l'heure. Quand on a des clients de plus en plus autonomes, qu'ils soient prospects ou clients, et qui font leur marché de manière autonome sans vous en parler, évidemment, on a des commerciaux qui sont aussi conduits par des logiques de quotas, de nombre de rendez-vous hebdomadaires, de nombre de rendez-vous mensuels. À un moment, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir avoir des visites dans votre agenda et évidemment, de manière bienveillante et sincère, se dire je vais bosser pour aller chercher du business, vous finissez par aller voir des clients qui n'ont pas de potentiel. Et donc là, on a un sujet majeur avec un outil extrêmement important, c'est comment segmenter votre portefeuille client actif avec un outil à la fois puissant, mais extrêmement opérationnel. Quand on a tout à l'heure la question de se dire, du premier dirigeant qu'on a écouté, qui nous dit, et on peut souscrire ou non, mais vous étiez 2 tiers à dire effectivement que ça résonnait, ce sentiment de se dire, finalement, est-ce qu'on peut laisser un commando décider par lui-même des visites qu'il doit réaliser, et en tout cas de la manière dont il va conduire sa mission. Après, on peut voir où on met le curseur. Dans le quotidien, des rendez-vous à réaliser, ça c'est de l'autonomie, ce qui n'exclut pas du coaching, de l'accompagnement évidemment, parce que quand on veut vraiment progresser dans sa performance, évidemment il faut être coaché par son manager, il faut être coaché pour grandir. Donc on a toute l'exécution évidemment, comme les grands sportifs, du jeu lui-même. Le sujet qu'on a là, à un niveau un peu plus macro, c'est évidemment le sujet des matchs qu'on va jouer.
Là, ce qu'on a ici, c'est de se dire, est-ce qu'on va visiter les bons clients? Et donc, avec cet outil, avec cette matrice, on va pouvoir pas seulement voir notre portefeuille client sous l'angle de la contribution au chiffre d'affaires passé, mais on va le croiser sur nos 200 clients. On en a, je ne vais pas trahir de secret, on en a les quasiment 75% qui classaient leurs clients uniquement sous l'angle de l'historique et qui n'avaient pas une matrice en place pour croiser leur portefeuille client et le segmenter sous l'angle du potentiel. Quand on classe uniquement sous l'angle de l'historique, on a ce qu'on a à gauche, 80% de mon chiffre d'affaires généré par X clients, puis 15% de mon chiffre d'affaires généré par X clients, puis 5% de mon chiffre d'affaires généré par X clients. Et quelle est la tendance générale? C'est d'aller s'occuper essentiellement de G, donc c'est-à-dire des 80% de mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on observe quand on va le croiser avec le potentiel? C'est qu'on va pouvoir passer d'un portefeuille client un peu statique à une approche où on va avoir un segment de clients or qui va être regroupé des clients qui ont à la fois tous un énorme potentiel et une contribution historique qui sera ou forte ou faible. On a ensuite un segment argent, silver, où le potentiel restant à prendre est faible, mais où par contre la contribution passée au chiffre d'affaires de l'entreprise est effectivement élevée. Et puis, on a les clients bronze, qui sont ceux, effectivement, qui sont extrêmement nombreux en volume et qui ont à la fois une contribution faible et un potentiel qui est faible. Et c'est là où on a un véritable enjeu, c'est que comment est-ce qu'on va aider l'organisation commerciale, et ça c'est à la direction générale, la direction marketing et commerciale dans une PME, de co-construire avec ses équipes 1 à 2 fois par an la segmentation du portefeuille pour qu'on passe l'essentiel du temps, non pas avec plus de visites, pour reprendre la question de Romain sur le fait de se dire est-ce que effectivement c'est un sujet d'avoir davantage de visites. Le sujet, c'est de se dire, si j'ai 10 commerciaux, pour prendre un exemple extrêmement concret, si j'ai 10 commerciaux, j'ai 2000 jours de travail. Comment je vais orienter mes 2000 jours de travail en termes de cible, de typologie d'activité, avec un objectif associé à chaque activité, et de fréquence de ces activités, ce qui va me permettre d'allouer, d'identifier et de modéliser le temps passé par année sur mon portefeuille de clients actifs. Là, on est uniquement sur les clients actifs. On n'est pas sur la partie chasse, newbies, prospection, acquisition. On est sur mon portefeuille de clients actifs. On peut définir les clients actifs, ceux qu'on consommé dans les 6 derniers mois, ceux qu'on consommé dans les 3 dernières années. Ça dépend de vos business. Il faut déterminer une règle pour dire ça, c'est un client actif. Ensuite, on a des clients inactifs. Ils ne trade plus avec nous. Ils ne commercent plus avec nous. Et puis ensuite, on a évidemment les prospects qui n'ont jamais commercé avec nous. Là, on est dans les clients actifs. Comment est-ce qu'on va allouer nos ressources pour être certain qu'on consacre l'essentiel de l'énergie de l'entreprise et des actions marketing et commerciales de l'entreprise, d'une part sur les gold et également sur les silver, puisqu'on n'a pas le droit de les perdre. Donc, on voit bien qu'on a une stratégie pour chacun de ces segments qui est différente, une stratégie de développement, d'acquisition sur les or, qui sont ceux qui ont la capacité à contribuer le plus fortement à vos objectifs. Et donc, quand vous disiez, on pense que nos produits et nos services pourraient être vendus à beaucoup plus de clients, bien évidemment, votre réservoir de progression, il est dans les clients or. On a les clients silver dans laquelle la progression est faible, mais on n'a pas le droit de les perdre. Et on a effectivement les bronzes, qui sont souvent en volume extrêmement nombreux, avec un panier moyen annuel faible et un potentiel additionnel qui est exactement très faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on décline? Ça veut dire que on va pouvoir se dire où sont mes potentiels. Donc, les questions à se poser pour que vous puissiez mettre ça en œuvre dans votre entreprise.
où sont mes potentiels. Donc, il faut être capable, avec ces commerciaux, de définir les critères qui vont vous permettre de segmenter les différents niveaux de potentiel de vos clients, potentiel élevé, potentiel moyen, potentiel faible. Et ça, il faut arriver à le déterminer. Quels sont les critères discriminants pour qu'on segmente? C'est quoi l'intérêt de la segmentation? C'est de pouvoir regrouper dans des groupes homogènes et de les séparer de groupes qui ne leur correspondent pas. Donc, c'est d'avoir de l'homogénéité au sein du groupe, mais évidemment, de la distinction par rapport aux autres groupes. Donc, est-ce que c'est le nombre d'employés? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est les verticales sectorielles? Est-ce que ce sont la part de chiffre d'affaires à l'export? Est-ce que c'est un lieu géographique? On a des dizaines de critères potentiels. Il faut, avec les équipes, les construire. Ensuite, il faut se dire, pour chacun des segments que j'ai identifiés, quelles sont les actions commerciales que je veux mettre en œuvre pour les servir correctement. Quelle est la bonne action pour aller chercher le potentiel additionnel d'un or? Quelles sont les actions à mener pour avoir la rétention sur des clients argent? À quelle fréquence? Avec quels objectifs? Là, ensuite, on a un sujet de pression. La pression, c'est effectivement ce sujet de fréquence. Quelles sont les ressources qu'on va mettre pour pouvoir aller chercher cet objectif qu'on s'est fixé par segment? Et puis donc, on a des sujets qui vont permettre de se résumer de cette manière-là. On le voit ici, je termine avec ça, on voit qu'on va derrière avoir des logiques de chasse et d'élevage, on va avoir des logiques d'approche sédentaire, d'approche terrain, d'approche fonctionnelle. On voit que ça va avoir un impact sur l'ensemble des rôles commerciaux. Ça va se modéliser de cette manière-là, des segments clients, avec des types d'actions et une allocation de ressources. C'est ça qui va vous permettre de définir la manière d'allouer vos ressources marketing et commerciales pour assurer le suivi de vos clients. Je vais terminer par deux exemples pour vous montrer de manière concrète comment ça se traduit une fois qu'on est dans un cas client réel. Qu'est-ce que ça implique? On a deux exemples. Ici, un premier exemple qui est un distributeur de consommables dentaires. On travaille en session avec notre client et on identifie, en reprenant les agendas des commerciaux de manière extrêmement opérationnelle, extrêmement simple, c'est pas fait dans un vase clos, c'est fait de manière pragmatique avec les équipes commerciales, et on identifie sur les 6-12 derniers mois les clients qu'ils ont visités. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'effectivement, en ayant segmenté nos clients, on a déterminé ceux qui étaient or, ceux qui étaient argent et ceux qui étaient bronze. Puis ensuite, ça, on l'a rapproché de l'agenda réel des commerciaux. On constate que 50% du temps de vente, là, c'est une entreprise où ils ont, pas dire de bêtises, ils doivent avoir 18 ou 20 commerciaux. Donc, ils ont 4000 jours de travail par an. Ils ont 2000 jours qui sont consacrés à visiter des clients bronzes. Et évidemment, ça vient expliquer pourquoi les commerciaux disent c'est dur de faire du business, c'est dur d'aller chercher de la croissance. Donc, ce qu'ils sentent de manière intuitive, et c'est là où quand on les écoute, quand ils racontent les difficultés qu'ils rencontrent, auxquelles ils font face, ben à un moment, il y a une explication. C'est qu'au début, on cherche, on se dit non, mais attendez, vous faites pas ce qu'il faut, vous n'allez pas assez en rendez-vous, vous avez qu'à prospecter davantage. Mais en fait, si on les écoutait véritablement, on se rendrait compte qu'en fait, ils nous disent un début de vérité. Et ils nous disent, bah, écoutez, moi, je fais des rendez-vous, je bosse, mais comme on m'a pas aidé à orienter mon temps, à choisir mes cibles, bah, moi, je fais de mon mieux. Il y a 52 semaines, il y en a 43 où on travaille, le reste, c'est les vacances, les week-ends. On a 43 semaines de travail annuelles. Comment j'oriente tous les lundis matins mon temps? Pas simple, on est commercial, on a plein de demandes qui viennent dans tous les sens, on a les interactions avec l'ADV, avec la logistique, avec la facturation, avec la production, avec les usines. Il faut gérer tout ça, puis en plus, il faut aller s'occuper des clients. Et puis, il faut faire un certain nombre de rendez-vous pour un moment justifier aussi un peu parfois son sérieux, de dire, ben oui, je suis sur le terrain. Et ben en fait, on se rend compte là, en faisant l'analyse, et ça, c'est à la gouvernance de l'entreprise de porter cette thématique-là. Vraiment, c'est un levier extrêmement puissant. C'est un gisement de productivité et de rendement commercial en termes de chiffre d'affaires additionnel qui est colossal. À chaque fois qu'on a fait l'exercice, le résultat est impressionnant en termes de part de marché à aller chercher. Qu'est-ce qu'on a fait dans le cas de cette entreprise? On a en fait transféré vers des équipes sédentaires le suivi commercial des clients bronzes. Et on s'est rendu compte que les clients étaient davantage satisfaits
parce qu'en fait, au lieu d'avoir une visite tous les 2 mois, parce qu'il fallait faire 200 km dans le secteur géographique pour aller visiter ses clients bronze, en fait, 2 mois, il se passait plein de choses, les concurrents avaient le temps de rentrer, alors que là, avec des équipes sédentaires qui appellent tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, on a une fréquence de points de contact qui est beaucoup plus élevée, pour un coût évident d'équipe sédentaire qui est beaucoup moins élevé au global qu'une équipe terrain. Donc, on a en plus généré du chiffre d'affaires additionnel. On a en plus, du coup, libéré du temps pour les commerciaux, qui d'ailleurs disaient « j'en ai marre de faire des nuits à l'hôtel, j'en ai marre de passer des kilomètres pour voir des gens qui n'ont pas de potentiel pour reprendre une commande à 400, 500, 600 euros, alors qu'elle pourrait être faite autrement, et que ça génère de la fatigue, et que ça a un impact sur la prospection. Donc, on a renforcé le temps passé sur les clients or et argent, et évidemment, c'est un vase communicant. Si vous vous occupez un peu moins de certains clients et un peu plus d'autres, il y a des chances, notamment si ces clients ils ont un potentiel identifié comme étant élevé, évidemment, si à un moment vous allez les voir plus souvent parce que vous avez plus de temps pour le faire, vous allez générer de la croissance. Donc ça, c'est dans les leviers sur la transformation des méthodes. Le levier qu'on est en train d'identifier, c'est de dire il faut repenser la manière, face à des clients qui peuvent faire leur marché tout seuls, il faut repenser la manière dont on adresse le portefeuille de clients actifs. Premier exemple. Deuxième exemple, une ESN, entreprise de services numériques. On appelait ça souvent dans le passé plutôt des SS2I. Organisation qui est géographique et qui crée un écart de symétrie entre les segments et la seniorité commerciale. Dit de manière un peu triviale, c'est que parfois on a dans des logiques géographiques, comme on met tous les clients par code postal, on peut se retrouver avec des commerciaux plus juniors, plus jeunes, qui vont se retrouver à jouer des matchs de division 1, c'est-à-dire ils vont être responsables d'un grand compte régional majeur dans lequel le match est dur à jouer et où évidemment, du coup, la seniorité du commercial n'est pas forcément adaptée à l'enjeu du match. Donc ça veut dire que ça coûte évidemment à l'entreprise, parce que si on met pas le bon joueur, ça va être compliqué pour lui d'être en capacité de gagner la partie, en tout cas d'aller convertir les potentiels. D'une part, les identifier, les potentiels, et ensuite les convertir. Qu'est-ce qu'on a fait chez eux en identifiant qu'il y avait dans les clients or des clients or qui étaient gérés par des profils en géographie qui n'étaient pas encore au niveau. Et c'est dommage de les mettre sur des matchs où ils vont se brûler les ailes, parce que c'est pas une bonne zone d'apprentissage, c'est plutôt une zone de fragilisation. Donc c'est pas forcément non plus une bonne idée à titre personnel pour un commercial, au-delà de l'impact pour l'entreprise. En fait, on a créé une équipe grand compte dédiée qui, au niveau national, dans le cas présent chez eux, on l'a fait plutôt au niveau régional parce qu'on avait la possibilité de le faire, donc on l'a fait par agence. Et donc au niveau des agences, on a dédié un commercial qui avait le potentiel pour devenir grand compte, et il a pris les clients or qui avaient le plus gros potentiel. Ça a été la construction de son nouveau portefeuille, et il en était responsable. 18% de vente additionnelle. On a confié à l'équipe sédentaire et marketing tous les clients bronze, parce que, effectivement, peu de potentiel, faible contribution au chiffre d'affaires, et donc on a eu un coût d'acquisition de ce potentiel qui a été divisé par 2. Et puis, sur les équipes terrain géographiques historiques, décharger des clients or ayant le plus de potentiel, ce temps libéré, il a pu être transféré d'une part sur le fait de passer plus de temps sur leurs clients or restants, et ensuite de libérer du temps pour l'acquisition, la prospection commerciale. Donc on voit qu'il y a des effets à plusieurs niveaux qui sont significatifs et qui évidemment se traduisent bottom line en chiffre d'affaires additionnel concret, et pour l'entreprise et pour les commerciaux. Alors, Capucine demande le point sur le sujet de la différence entre les or et les argents. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on repasse par les modèles, et j'espère que la démonstration est convaincante, mais en tout cas qu'elle suscite de l'intérêt pour vous dire comment je vais pouvoir challenger ça dans ma propre entreprise, c'est le but des webinars. La question, quand on repasse par les modèles, c'est de prendre un temps de hauteur, un temps de recul, et de se dire, OK, dans un monde qui est en train de changer, est-ce que j'essaye simplement de me dire, je réutilise les mêmes recettes qui ont marché, un commercial parle, je le remplace, mes commerciaux font de la prospection, c'est toujours eux qui font de la prospection, mes commerciaux suivent un territoire géographique, ça a toujours été comme ça, est-ce que je continue comme ça? Quand on voit
les enjeux qui sont en train de se produire, où les clients ne veulent plus voir les équipes commerciales, c'est pas, et d'ailleurs ça n'a rien de personnel pour elles, c'est simplement qu'ils ont d'autres alternatives beaucoup plus faciles d'accès. Donc quand une entreprise continue d'avoir un modèle similaire, ben, à un moment, le but, on le voit avec ce premier modèle, c'est de se dire, OK, j'ai des ressources qui sont limitées, j'ai des ressources qui ont pour but de créer de la valeur, et il se trouve que c'est de plus en plus difficile pour elles de le faire. Le sujet qu'on a, c'est de se dire, déjà, je vais resegmenter ma base client. La différence entre les or et les argent, c'est que sur les argent, le potentiel restant à prendre est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'ils ont une contribution forte à l'historique du chiffre d'affaires. Ils font tous les ans, je ne sais pas, 100 000 euros ou 1 million d'euros. Ce segment fait 1 million d'euros. Mais il n'y a pas de potentiel à aller chercher. On est déjà, on peut le dire autrement, on a peut-être déjà 90% des parts de marché. Donc, on n'a pas le droit de les perdre parce qu'ils sont contributeurs, évidemment, à la performance. Ils font partie du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Mais la part de marché est tellement élevée qu'il n'y a plus grand-chose à prendre. Le or, il peut soit avoir une contribution forte, G', soit avoir une contribution faible, P, G', il contribue peu, il fait peut-être, c'est un groupe qui fait 50 000 euros à l'année, dans une entreprise qui ferait 10 millions, c'est très faible. Mais par contre, on a identifié en segmentant que la part de marché est très faible et que la part restant à prendre est extrêmement élevée. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les or et argent. En tout cas, ce sont les deux segments qu'il faut privilégier. Si ensuite, sur ces sujets-là, Capucine ou d'autres personnes, à nouveau, vous avez des questions, vous voulez les reprendre, vous nous écrivez sur contact@questio.com et vous serez rappelé par quelqu'un qui prendra le temps d'échanger avec vous, de vous expliquer. C'est leur métier, donc n'hésitez pas à le faire. On arrive au terme de ce webinaire. Déjà, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré aujourd'hui. J'espère que, à nouveau, il y a pas mal de matières qui viennent de nos experts et je les remercie parce qu'ils nous aident à construire ces webinaires et ils nous aident à les rendre le plus réel, c'est-à-dire le plus proche de la réalité que vous avez au quotidien. Donc j'en profite pour les remercier aussi aujourd'hui. On a 50 experts qui travaillent avec nos clients tous les jours. Donc j'en profite aussi pour les remercier de leur travail et de tout ce qu'ils font avec nos clients tous les jours. La deuxième partie, ce sera le 9 novembre à 14h. Vous pouvez vous inscrire. Je crois que Théo a partagé le lien. Vous avez un livre blanc également que vous pouvez télécharger pour pouvoir continuer à prendre de la matière sur ces sujets-là, à affiner votre réflexion, vous poser les bonnes questions. Et évidemment, c'est un travail de fond qu'il faut organiser, mais en même temps, le chiffre d'affaires, si c'est pas le sujet le plus stratégique d'une entreprise, je sais pas lequel c'est alors. En tout cas, c'est vraiment dans le top 3 des sujets stratégiques d'une entreprise. Et donc, les thèmes qu'on va aborder la prochaine fois, c'est quelles sont les nouvelles pratiques, comment est-ce qu'on peut faire pour remplir l'agenda commercial de ces commerciaux avec des prospects et de manière significative, pas passer de 5 à 6 par semaine, passer de 5 à 10, passer de 10 à 20 par mois. Donc ça, je vous présenterai vraiment des sujets organisationnels, des sujets de méthode pour aider vos commerciaux à vraiment aller chercher beaucoup plus de prospects. Et puis, deuxième sujet qu'on abordera dans un mois, ce sera le sujet de la productivité commerciale. Je vais pas faire de teasing, mais vous connaissez sûrement la statistique officielle. 60% du temps des commerciaux est consacré à des activités non commerciales. Dit autrement, 60% du temps des commerciaux est consacré à des interactions, à des tâches qui ne sont pas liées à du business, qui ne sont pas liées à l'interaction client. Ça veut dire que sur 20 commerciaux, c'est comme si vous en aviez 10 qui ne parlaient jamais à un client. Donc, c'est de ça dont on parlera et c'est là où la technologie sera une opportunité fabuleuse, pas uniquement entre les mains des clients, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi entre les mains de vos équipes commerciales et marketing. Merci infiniment pour votre temps. Je vois qu'on a un petit peu dépassé. J'espère que c'était pour la bonne cause. Je vous remercie tous pour votre présence et puis je vous souhaite une excellente journée et une très belle fin de semaine à tous et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.